Investir sur soi, est-ce une bonne idée? Mais oui, bien sûr que c'est une bonne idée, tout le monde nous rabat les oreilles avec ça. Oui, moi, mon meilleur investissement, c'est d'investir sur moi-même. Mais les mecs, êtes-vous sûrs que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas la possibilité aussi de se faire arnaquer? Eh bah, on en parle. Donc, dans investir sur soi, moi, ce que je mettrais, c'est ce qui concerne la santé. Mhm. Donc, essayer de travailler pour être en meilleure forme. Donc, santé physique, mais peut-être aussi santé mentale. Donc des choses du type comment est-ce qu'on fait pour être motivé, pour être bien dans sa tête, bien dans son corps, etc. Et je mettrais tout ce qui est acquérir des connaissances et des Mhm. compétences. T'as à peu près Ouais, la je même suis vision? complètement en ligne. Alors, j'avais classé globalement 8 points. Dans les derniers points, j'avais quand même le côté famille, relation, mais qui venait en dernier parce que c'était pas instinctif. Après, plus j'ai réfléchi et enfin, moi, c'était un investissement financier en fait. Dans mes points, il y a très peu d'investissement financier. Parfois, ça peut être lié, mais en fait, c'est rarement le cas. C'est surtout du temps qu'on investit et un effort. Ça demande un effort. Tu parlais de la santé, etc. Finalement, l'aspect argent, il est assez peu présent, mais il peut aider parfois. Donc je suis totalement en ligne avec toi. C'est pas mettre de l'argent dans un business, etc. Ça, pour moi, ça reste de l'investissement classique. Ce que j'appelle pour moi investir sur soi, c'est presque, bah, si tu te retrouves à un moment à poil, tu vois, bah, c'est quelque chose que t'as en toi. C'est pas parce que tu as acheté Mhm. une nouvelle voiture pour te faire plaisir, hein. C'est vraiment toi, ta personne. Tu te retrouves, on te fait repartir de zéro. Et bah, c'est ce que tu as à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je suis assez en ligne. Bah pour continuer de creuser là-dessus, moi il y a deux cas limites par rapport à ce que tu dis. Je me suis rendu compte que souvent je passais un cap en termes de développement de connaissances et de compétences quand j'investissais dans un outil. Mhm. Donc tu sais typiquement quand j'ai changé de setup pour faire des vidéos, quand au début je faisais des vidéos où j'étais assis et où je me filmais avec un système assez classique, Ouais. quand je suis passé à un format avec une webcam plus un Mhm. micro, ça m'a permis de faire beaucoup plus de vidéos, ça m'a permis d'apprendre à faire des vidéos qui sont plus improvisées. Ça, c'est un exemple que je donnerais, donc où on fait un investissement Mhm. financier dans un outil qui nous permet de développer de nouvelles compétences. Et puis des choses, je sais pas, t'achètes une scie, t'achètes, enfin n'importe quoi, t'achètes des choses qui te permettent de développer de nouvelles compétences et ça te pousse à le Mhm. faire. Et souvent, en fait, on est bloqué parce qu'on se dit oui j'aimerais bien commencer à faire ci, j'aimerais bien commencer à faire ça, mais en fait on hésite à développer les connaissances et les compétences parce qu'on n'a pas le matos. Et en général on se met des fois on se met un coup de pied aux fesses et on se dit ok j'achète ce truc et à partir de maintenant ça me permet de passer un cap et d'aller à l'étape suivante en termes de compétences. Mais c'est là qu'il faut réfléchir aussi en termes de est-ce que l'investissement est Mhm. rentable. Et là, je pense par exemple aux gars qui se motivent en début d'année pour se dire maintenant je vais jouer au tennis, il s'achète tout, il s'achète la raquette, le set de balles, etc. Et finalement, il va qu'une seule fois au tennis. Donc c'est pour ça en fait, il y a certains investissements qu'on va faire qui sont censés être pour Mhm. nous, mais s'ils sont pas bien calibrés ou si on fait l'investissement trop tôt, si on fait l'investissement sans au préalable avoir un petit peu déblayé le terrain pour être capable de vraiment le rentabiliser, on peut passer à Mhm. côté. Non, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai des points où effectivement, ça reste un investissement matériel. Mais en fait, on se rend compte, et c'est ce que tu dis, que le côté argent, il est moins important. C'est le cas du sport, hein. C'est pas parce que tu t'inscris dans une salle de sport ou que tu achètes tout le matériel. Ça peut motiver. Et typiquement, si tu l'as pas, ça te bloque. Mais après, c'est pas ça. Si tu libères pas du temps, si tu mets pas ton énergie, si tu te motives pas à côté, l'argent ne sert à rien. Là où, dans Mhm. l'investissement plus classique, finalement, bah, typiquement l'investissement passif, il n'y a pas d'effort ou très peu d'efforts et c'est purement financier. Là, c'est un mix de tout et c'est ça qui n'est pas évident. Et certaines fois, il y en a qui voient ça comme un investissement financier, comme tu dis, qui achètent le matos et après, ça n'amène à rien. Mais j'ai des amis, par exemple, qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter le meilleur matos pour se motiver. Tu vois. Et par Mhm. exemple, je sais pas s'il il m'écoute, mais j'ai un copain, à chaque fois que bah, je le motivais à faire de la course à pied, du vélo, etc., et il démarrait toujours avec un matos au top. Un peu plus que moi qui faisait, tu vois, donc il va s'acheter le super vélo, le super compteur, le super GPS, mais la tenue, si tu veux, avec presque les étiquettes encore partout, tu vois, sur tous les vêtements. Mais, euh, mais lui a besoin de ça pour se motiver. Il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin ou qui peuvent pas se le permettre, mais pour autant, ça les empêche pas de passer plus de temps. Mais voilà, c'est vrai que aujourd'hui, c'est presque un passage obligé, en fait, l'investissement financier pour être committed, en fait, pour être engagé, tu vois, comme la salle de sport. Mais je trouve que c'est dur de calibrer les investissements. Parce que tu sais, quand tu te dis, quand t'es effectivement vraiment motivé,
et que tu investis dans le matériel niveau Mhm. débutant et il devient tout de suite obsolète. Enfin voilà, c'est difficile en fait des fois, ça peut être utile de se dire je prends le top Mhm. parce que je considère que je vais vraiment aller jusqu'au bout de l'effort et ça va devenir pertinent. Mais ouais, enfin par exemple, moi je sais que j'ai acheté un appareil photo pour me Mhm. filmer et quand j'ai acheté cet appareil photo, j'ai pris quelque chose qui coûtait cher et j'ai exploité 5% du Mhm. potentiel. Et le matos que j'ai aujourd'hui coûte une fraction du prix de cette caméra. Et donc des fois j'ai fait les deux erreurs en fait. Des fois j'ai fait l'erreur de me dire je mets beaucoup d'argent là-dedans, comme ça j'ai le top du top. Et en fait j'arrive pas à atteindre le niveau de l'outil que j'ai Mhm. acheté. Et il y a d'autres fois où je me dis bah voilà, je vais la jouer petit bras, je vais acheter un petit truc et je verrai bien et je me retrouve très vite bloqué parce que et donc je trouve que c'est difficile de bien calibrer. T'es Ah, confronté à ce tout le genre de temps, problématique tout ou le temps, pas? tout le temps. Et tu vois, pour se filmer, par exemple, bon, j'ai aussi investi comme toi dans un bon appareil. En fait, j'ai regardé les vlogs, ceux qui étaient les pros là-dedans, ce qu'ils utilisaient, j'ai fait la même chose. Et puis, parfois, il faut du quick and dirty, quoi, quelque chose que tu fasses, qui te permette d'aller vite et de manière simple, etc. Et puis, avec le temps, par exemple, dans le montage, au début, j'utilisais vraiment un logiciel de montage basique, et puis là, j'ai progressé, j'ai pris le top, tu vois, mais après peut-être 2 ans, 1 an ou deux de vidéos, mais ça m'arrive tout le temps, le dilemme que tu dis. Mhm. Donc, j'ai plein de trucs de débutant. Après, je suis allé au niveau au-dessus. Et puis, je sais pas, tu vois, en vélo, par exemple, j'avais 3 vélos, tu vois, avec trois niveaux différents au fur et à mesure que je m'investissais. Et puis, pour d'autres, j'ai plein de trucs qui traînent. De toute façon, en sport, j'ai plein de trucs qui traînent partout. Mhm. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas de juste milieu. Parce que comme tu dis, hein, si tu restes impliqué dedans, tu vas avoir besoin du matériel haut de gamme. Mais d'un autre côté, si tu veux pas te retrouver avec, avec du matériel haut de gamme qui te sert à rien, enfin bon bref, c'est un truc, ça m'arrive partout. Mhm. Et donc certaines fois j'ai été gagnant, d'autres fois perdant. Voilà, ça dépend. Mhm. Il y a un test que je fais maintenant pour quand je décide de vraiment commencer à investir dans un domaine. C'est j'attends que ça devienne une passion. Mhm, C'est ce que je fais maintenant. Ça m'a fait ça avec la finance, où j'ai vraiment attendu que ça devienne quelque chose où c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de consommer du contenu avant de commencer à investir vraiment. mhm, Et ça m'a fait ça aussi, c'est en train de me faire ça aussi avec tout ce qui est mhm, potager. Donc j'ai commencé à geeker toutes les émissions, tous les podcasts. Il y en a plein. Il y a plein de choses sur comment on fait pour faire un jardin, etc. Et donc je commence à investir, par exemple, pour acheter de nouveaux outils ou pour développer quelque chose, etc. Quand c'est tellement devenu en moi parce que j'ai consommé énormément de contenu que je me vois presque faire les mhm, gestes. Je me vois faire les gestes et j'ai une représentation très concrète de qu'est-ce que ce sera une fois que j'aurai les outils en main. Parce que ça m'est arrivé plein de fois en fait de me dire bon maintenant ça me saoule, plus jamais j'appelle un mhm, plombier. Mais en fait jamais. C'est un truc, ça me motive pas. C'est un truc, je me vois mal consommer du contenu en fait sur comment devenir un super plombier. Et donc ça, pour le moment, j'arrive pas. La mécanique, c'est pareil. La mécanique, j'aimerais vraiment beaucoup arriver à un stade où bah, pour des pannes de base, j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un, mais je sens que c'est très difficile pour moi de rentrer dedans. mhm, Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je commence par rentrer dans un domaine, en devenir complètement fan, consommer énormément de contenu là-dessus. Et une fois que ça me brûle les doigts, où je me dis vraiment là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec ce que j'ai entre les mains, donc il faut que j'investisse pour passer un cap. Bah voilà, je me lance dedans parce que je sais que quand je vais rencontrer une mhm. difficulté, ça me fera plaisir en fait de faire des recherches, etc. Alors que je me souviens une fois, j'avais acheté, je sais pas comment ça s'appelle, je crois un furet, un truc pour mettre dans les D'accord, ouais. canalisations, essayer de les déboucher, etc. J'ai tout massacré et ça m'a complètement saoulé en fait. Le truc, j'ai pas envie de le voir et je sentais que c'était pas Ouais, voilà c'est pas pour toi, quoi. là-dedans, je passerai pas un cap. Mhm, Donc je pense que comment est-ce qu'on investit sur soi? Il faut commencer par se passionner pour un domaine et il faut pas vouloir faire tout en même temps. Et il faut reconnaître qu'il y aura certains domaines où là, ça vaut quand même mieux la peine de déléguer et de faire appel à quelqu'un mhm, d'autre. Mais quand même, je pense que c'est un bon objectif de se dire, je prends une compétence, par exemple, cette année ou pour les prochaines années, et celle-là, pour le coup, je la développe
vraiment. T'as eu des choses comme ça? Oui, oui, non mais clairement. Après, moi je suis quelqu'un qui me passionne très vite et parfois ça disparaît. Par exemple, tu parles de potager. Moi j'ai eu ça à un moment. Donc j'ai fait mon potager, super, j'ai fait tomates, haricots, tout ce que tu veux, il y a des trucs qui marchaient pas, enfin bon bref, j'ai eu ça. Et puis après ça s'est calmé. Et là je suis au niveau zéro, tu vois, j'en ai pas du tout. Et donc, c'est pas grave. Bon, j'ai du matériel, mais j'ai pas non plus. Voilà. Mais surtout, j'ai tellement appris. J'ai tellement appris sur le cycle de la vie, le cycle des saisons, comment ça marche, pourquoi on te dit de ne pas faire certaines choses et t'essayes quand même, mais finalement ça marche pas, quoi. Enfin, voilà, et à l'inverse, tu as des vieilles croyances, même chez des agriculteurs qui font ça depuis des années, mais il y a des choses qui marchent mieux. Parce qu'il y a des gens qui ont compris des choses récemment, tu vois, sur la permaculture, qui rendent fous les agriculteurs, l'agriculture intensive. Mais on est dans une époque, à nouveau, pour parler de l'intelligence, du progrès, de la technologie, etc., où on peut faire beaucoup mieux qu'avant, avec moins de terrain, avec moins d'énergie. Enfin, voilà. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. La passion, c'est un prérequis. Et même si ça dure pas, c'est ça mon point, même si ça dure pas, c'est pas grave. Même si on se passionne, par exemple, moi, peut-être que les panneaux solaires, là, je vais faire plein de trucs, je vais investir dans des choses, etc. Puis après, ça va se calmer, mais j'ai tellement appris entre-temps que pour moi, ça rentre vraiment dans l'investissement sur soi, quoi. Le côté passion est directement lié à l'investissement sur soi. C'est quoi la différence pour toi entre quelque chose qui devient presque une seconde nature et que tu intègres à toi et tu le développes tout au long de la vie et les passions qui deviennent, qui après disparaissent? La différence, c'est ce qui dure, mais certaines fois, c'est pas instinctif, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont revenir régulièrement. Et tu vois, un truc qui peut paraître bête, surtout aux gens qui nous écoutent, qui vont peut-être être surpris, mais la finance, c'est un truc que j'ai voulu arrêter plusieurs fois. Quand j'ai arrêté d'être trader, je voulais pas forcément retoucher à la finance, je suis allé dans la banque privée à Genève, beaucoup plus classique, etc. Et j'ai abandonné un peu le côté investissement, mais ça revient. Et quand j'ai tout plaqué pour partir dans le sud-ouest et faire autre chose, je ne pensais pas me retaper des bouquins de finance, faire des vidéos de finance, etc. Et en fait, il y avait un certain manque. Et puis quand j'ai eu l'occasion de faire partager ma passion, et ça c'est un truc que je dis parfois, mais ça m'attriste d'avoir comme passion la finance, dans le sens où je préférais avoir une passion beaucoup plus noble. Mais honnêtement, ça fait partie de mes passions. Et le sport, c'est un peu la même chose. Les sports d'endurance, d'une manière générale, pour moi, c'est quelque chose qui reste ancré, parce que même si j'en fais pas pendant 1 mois, 2 mois, ça revient en force. Et puis il y a des passions qui sont plus passagères, comme on parlait du potager, ça m'a plu pendant quelques années. Et puis si j'en fais pas pendant les 20 prochaines années, c'est pas grave. Donc je saurais même pas te dire pourquoi il y a des choses qui me passionnent, d'autres pas. C'est juste qu'il y a des choses qui reviennent en fait. Même quand tu t'en éloignes quelque temps, ça revient toujours. Est-ce que tu te représentes le sport comme un investissement? Ah clairement. Ou alors, autre question, d'accord. Et le fait que tu te le représentes comme un investissement, ça change quoi par rapport à si tu te le représentais comme un hobby? Je vais te donner un exemple clair sur l'aspect sport et sport santé. Il y a des gens pour qui le sport, la santé ne rentre pas du tout dans l'aspect sport ou le côté investissement en soi. Mais moi, par exemple, je fais très attention aux blessures. Et il y a des époques où j'ai fait des trucs plus durs, où je me suis blessé, etc. Mais là, moi, mon truc, c'est plutôt de courir. Donc, je mets les écouteurs dans les oreilles, je mets les baskets et je vais courir 1 heure. J'écoute un podcast et je suis le plus heureux du monde. J'ai mal aux genoux depuis 2 mois, 2-3 mois. Et je pense que si c'était vraiment un hobby ou si c'était pas de l'investissement en soi, tu vois, si c'était, je sais pas, de la fierté ou parce que je veux gagner une course ou autre, je continuerais à courir parce que je peux quand même courir avec ma blessure. Mais comme je vois vraiment ça comme un investissement à long terme, moi j'ai envie de continuer à faire du sport à 70 ans et plus et au-delà, tu vois, je suis repassé au vélo. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est le côté investissement. C'est, je veux pas me griller, je veux pas faire ça pour de mauvaises raisons, je veux pas faire ça pour de l'ego, je fais ça pour moi. Et l'aspect, par exemple, à une époque, j'ai fait des compétitions, j'en fais plus. Et je fais plus de compétition aussi parce que je fais ça pour moi. J'ai pas besoin d'avoir un chrono, j'ai pas besoin d'être meilleur qu'un tel, ou j'ai pas besoin de clamer que j'ai fait telle distance ou un marathon ou plus, etc. J'ai pas besoin de ça, je fais ça pour moi. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est le côté investissement par rapport à, toi tu disais hobby, mais même parfois le côté de devoir montrer, tu vois. Mais donc c'est connecté à quoi? C'est quoi? C'est parce que c'est une partie de ton identité? C'est parce que ça te procure du plaisir? Ou il y a quelque chose qui relève du sens? Enfin, c'est un peu tout. Pourquoi ça dure? C'est un peu tout. Et cette identité,
il y a un moment où quand tu le perds, tu te dis, mais en fait, ça, c'est mon identité. Tu vois, et je n'aime pas être vu autrement. Et l'aspect, c'est un peu plus vrai pour l'aspect sport que finance. Tu vois, je me considère comme un sportif, sans avoir des résultats exceptionnels, mais je me considère comme quelqu'un de sportif, c'est-à-dire qui a pour habitude de faire du sport régulièrement. Et quand je m'arrête pour une raison quelconque, tu vois, je suis blessé ou j'ai plus envie pendant quelques semaines ou autres et que je commence à prendre quelques kilos, j'ai un petit bide qui pousse, tu vois, etc. Et je me dis, mais ça, c'est pas moi. C'est pas moi et j'ai pas envie de donner cette image. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un mélange des deux. Et je me dis, oui, pour moi, c'est quelque chose qui me décrit. Et si j'arrête de le faire, bah, ça me plaît plus, en fait. Je suis plus je suis plus en accord, quoi. T'as ça un peu, toi? Ouais, c'est intéressant. Ouais, ça fait partie de mes motivations en fait. Ça fait partie de mes motivations d'apprendre de nouvelles choses. C'est que assez régulièrement, souvent quand je me retrouve dans une situation de dépendance où je me dis là, j'ai besoin des autres pour un domaine où je devrais être capable de le faire tout seul. Ça pour moi, c'est un des moteurs. C'est que mon identité me dit, t'es plutôt quelqu'un d'indépendant. T'es quelqu'un qui devrait être capable de te servir de ses mains autant que de ta tête. Et ça me pousse en fait. C'est souvent des situations où je me dis ça c'est pas moi. Je devrais développer des compétences pour que mon identité soit en accord avec avec l'image que j'ai de moi-même. Et je voudrais élargir un petit peu ça donc aux raisons de pourquoi investir sur soi. Si on creuse un petit peu la question de pourquoi investir sur soi, moi j'ai trouvé pas mal de choses là-dessus. Je pense qu'il y a un truc qui est assez important, c'est je dirais, de diversifier les sources de son ego. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. C'est que il y a tout le temps des moments où il y a des domaines qui merdent. Des fois, bah, il y a telle partie du business moi, c'est des choses, des fois, ça va être les vues qui vont bien marcher, des fois, ça va être les ventes qui vont bien marcher, mais c'est un peu léger, et donc ça vaut la peine de se diversifier. Et donc maintenant, bah, je vais avoir les placements en bourse qui vont plus ou moins bien marcher. Je vais avoir ce que je fais dans le potager qui va plus ou moins marcher. Et donc, je pense que cette notion de diversifier les sources d'où on prend son ego, c'est très important. Parce que si on fait all-in sur un seul domaine, et en fait, il y a tellement de chances et de choses qui rentrent en jeu pour expliquer la performance dans le domaine que si ça se casse la figure, bah, c'est seulement une partie de notre ego qui est touchée. Donc vraiment, je dirais ça, diversifier finalement les sources de notre identité pour avoir à terme un ego plus solide. Je sais pas si ça fait sens pour toi. Oui, je le fais pas pour ça, mais c'est vrai qu'on a tous en tête des personnes qui ont tout mis dans le boulot et qui se sont fait virer ou à un moment ça s'est mal passé. Des gens qui ont tout mis dans le sport et qui se sont blessés ou qui sont devenus moins bons. Des gens qui ont tout mis dans la famille et puis ils ont divorcé. Enfin, l'autre personne est partie. La crise de la quarantaine et des couples que tu n'aurais jamais imaginé se séparer, c'était leur identité. Tu vois, eux, le couple, la famille, c'était leur identité. Ouais. D'un coup, ça vole tout ça vole en l'air. Donc, je le fais pas pour ça, mais c'est vrai qu'il y a clairement une diversification. Enfin, il y a une époque où je l'ai vraiment vu comme ça. En fait, de se dire, il faut pas avoir même trop de plaisir dans un seul domaine où effectivement ça peut être de l'ego. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, il faut se diversifier au maximum. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce que vous venez de voir n'est qu'une toute petite partie d'un épisode qui a duré bien plus longtemps que ça. On est allé vraiment au fond des choses dans cette conversation et vous avez sur cette vidéo le lien pour l'épisode complet. Côté investissement à présent, eh bien c'est super, vous voyez que les dividendes continuent de tomber. Alors qu'est-ce que je vais acheter avec les dividendes qui sont arrivés? Eh bien je vais m'acheter du revenu supplémentaire. Je vais continuer d'augmenter ce flux continu de dividendes qui arrive sur mon compte et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 2 parts de cet ETF. Donc ça, c'est mon ETF qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises qui versent de hauts dividendes. Je pense qu'avec l'argent qui est arrivé, je peux m'en acheter 2 parts. Donc on va l'acheter à cours limité. Bim, on va mettre le prix auquel les vendeurs sont prêts à le vendre. Vous voyez qu'il n'y a pas de frais et ça c'est génial. Je ne le répéterai jamais assez. Et vous voyez que bim, ça
ça a été exécuté, mais ça a été même exécuté un petit peu moins cher que ce que j'avais prévu. Donc c'est top. Et donc cet ETF, de quoi s'agit-il? Alors celui-là, si je l'ai acheté, c'est aussi, je vous avoue, parce que j'aime bien voir directement mes retours sur investissement, et cet ETF va verser en avril. Vous voyez, c'est un ETF qui a aussi un truc un petit peu irrégulier. Le meilleur mois, c'est plutôt en juillet, donc on est aussi en train d'investir pour un petit peu plus tard, mais dès le 17 avril, je vais toucher des petits dividendes, et vu que j'ai quand même pas mal de parts de cet ETF, ça va être sympa. Je suis assez content de l'acheter aujourd'hui, parce que vous voyez sur mon portefeuille, on est légèrement en dessous du prix auquel de mon prix moyen. Je suis en plus-value globale sur cet ETF, parce que vu les dividendes qui versent, il m'a quand même rapporté de l'argent, mais mon coût moyen sur cet ETF est légèrement au-dessus de 28 euros, et là, le prix auquel je l'ai acheté, c'est 27,55. Donc voilà, je suis en train de baisser mon coût moyen, et donc toutes les fois que mes grands ETF comme ça c'est l'ETF dans lequel j'ai la plus grosse position dans mes ETF, donc toutes les fois que ça baisse, c'est super, ça me permet de renforcer, je suis très content. Et donc vous investissez dans quoi quand vous investissez dans cet ETF? Vous avez donc quelque chose qui est très diversifié, vous avez des boîtes chinoises, vous avez des boîtes japonaises, vous avez des boîtes américaines, australiennes, enfin voilà, vous avez vraiment quelque chose de bien diversifié. Vous avez un rendement qui est au-dessus de 5%, donc voilà, c'est vraiment un ETF que j'aime bien. Vous voyez, il ne décroche pas vraiment par rapport à son indice de référence, alors que ça fait 13 ans qu'il a été lancé, donc c'est un ETF qui est là depuis déjà un moment. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous aviez mis 10 000 balles en 2010 quand l'ETF a été lancé, vous auriez aujourd'hui plus de 30 000 balles, sans compter le fait que vous avez reçu des très beaux dividendes tout au long du chemin. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas une croissance absolument hystérique, hein, mais vous avez votre capital qui s'apprécie, vous avez les dividendes qui tombent, donc c'est tout ce que j'aime. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, pourquoi pas pour vous construire un beau portefeuille à dividendes, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier. En suivant ce lien, vous pourrez donc commencer à acheter des ETF sans frais, et vous avez également 100 € de frais de courtage qui sont remboursés en suivant ce lien. Et donc pourquoi les frais de courtage? Parce que si en plus des ETF, vous voulez aussi vous constituer des positions dans Microsoft, dans Microsoft, dans Apple, dans Air Liquide, dans ce que vous voulez, il y a 1 € de frais quand vous achetez des actions. Évidemment, quand vous faites des achats à 1000, 2000, 3000, etc., 1 € c'est tout à fait $1, et c'est même plus intéressant de payer un petit frais plutôt que de payer des spreads, donc à savoir un petit pourcentage de la somme que vous mettez. Là c'est 1 € et puis basta. Mais voilà, si vous voulez acheter, je sais pas moi, une action de ci, une action de là, une action de là, pour vous constituer un portefeuille un peu diversifié, eh bien grâce à ce lien, vos frais de courtage seront remboursés à hauteur de 100 € lors de votre premier mois d'activité. Finalement, les dividendes d'avril commencent à arriver. J'ai reçu le dividende de Cisco Systems et j'ai reçu le dividende de Comcast Corporation, et donc ça veut dire que pour ce mois d'avril, j'ai déjà 8,18 € qui sont arrivés ou qui vont arriver. J'ai aussi regardé combien j'ai gagné en dividendes au cours de l'année 2023, et depuis le début de l'année 2023, j'ai déjà récolté 537,93 € en dividendes, donc ça veut dire qu'on vient juste de passer le premier trimestre, et j'ai déjà fait beaucoup plus que dans toute l'année 2020, et c'est là qu'on voit la puissance de ce truc en fait. On a vraiment quelque chose qui augmente régulièrement. Et pourquoi est-ce que le revenu en dividende augmente? Parce que j'investis régulièrement, parce que je réinvestis mes dividendes, et parce que les entreprises que j'ai en portefeuille, les ETF que j'ai en portefeuille, ont tendance à augmenter leurs dividendes au fil du temps. Et bien voilà, j'espère que votre aventure dans l'investissement se passe bien. Prenez bien soin de vous, et à très vite.